James Schoeffler était un agent du US Forest Service dans l'Utah. En avril 2012, lors d'une patrouille de routine sur un sentier de randonnée populaire en pleine forêt, il fit une découverte troublante. À mi-parcours de sa marche, il remarqua un fil-piège tendu entre deux arbres, à l'entrée d'un petit abri fait de bois mort, situé le long du sentier. En suivant le fil, il trouva une boule composée de pierres et de bâtons aiguisés, suspendue dans les airs, prête à tomber si le fil était déclenché. En examinant davantage, il découvrit un deuxième piège à une autre entrée du petit abri. Celui-ci consistait en un lit de bâtons aiguisés pointés vers le haut, enfoui dans le sol. Là encore, un fil-piège tendu aurait forcé une personne à tomber directement sur les pieux. La police fut appelée pour signaler ces pièges dangereux et potentiellement mortels. Peu après, une enquête fut lancée, incluant des entretiens avec des randonneurs ayant visité la région au cours des derniers jours. Étonnamment, cela mena à 2 adolescents. Ces derniers avouèrent avoir installé les pièges mais affirmèrent qu'ils étaient destinés à attraper des animaux. La police ne crut pas à cette version, car la nature des pièges montrait clairement qu'ils visaient des personnes. De plus, ils étaient placés beaucoup trop près d'un sentier très fréquenté, particulièrement aux entrées d'un petit abri qui aurait facilement attiré un enfant curieux ou un touriste imprudent. En juillet 2016, un ouvrier de construction effectuait des travaux d'entretien de routine sur la voie de droite d'une section de l'Interstate 985 en Géorgie. À un moment donné de son service, l'homme ressentit le besoin de se soulager et se dirigea vers la forêt juste à côté. Il marcha environ 80 mètres lorsqu'il remarqua un gros objet au sol. En s'approchant, il réalisa qu'il s'agissait d'une valise. Curieux, il ouvrit la fermeture éclair. À l'intérieur, il aperçut un crâne humain. Immédiatement, l'homme courut jusqu'à l'autoroute et en informa son superviseur, qui contacta la police. Lorsque les autorités arrivèrent, l'homme les conduisit à la valise. Un ensemble complet d'ossements fut retrouvé, en plus du crâne. Une analyse ultérieure révéla qu'il s'agissait des restes d'une femme, probablement dans la vingtaine ou la trentaine au moment de sa mort. On estime qu'elle est morte environ 6 mois avant la découverte. En 2019, la police annonça qu'elle pensait avoir identifié la femme comme étant Jessica Mancini, originaire de Chattanooga, Tennessee. Elle avait été signalée disparue par sa mère avant la découverte de la valise. Cependant, les circonstances de sa mort et la personne responsable restent toujours inconnues à ce jour. Matt Bell et un collègue effectuèrent des travaux d'excavation dans les bois de Danville, Arkansas, lorsqu'ils tombèrent sur une vieille balle ronde de 32 livres enfouie dans le sol. Matt pensa qu'il s'agissait d'une vieille boule de canon datant de la guerre de sécession et décida de la ramener chez lui. Comme elle était sale, il la nettoya avec un nettoyeur haute pression. Pendant qu'il la séchait sur son comptoir, il prit quelques photos. Le lendemain, il se rendit dans un musée de la guerre de sécession pour vérifier l'authenticité de l'objet. C'est là qu'on lui expliqua qu'il ne s'agissait pas du tout d'une boule de canon. Il s'agissait en réalité d'une mine terrestre à pression datant de la guerre de sécession, qui était encore active. Matt fut contraint de ramener l'explosif chez lui et appela la police. 20 maisons des environs furent évacuées et une équipe de déminage fut appelée. L'explosif fut soigneusement transporté jusqu'à une décharge, où il fut désamorcé en toute sécurité. Matt se souvient que ses collègues lui avaient lancé la mine depuis un fossé lorsqu'ils l'avaient retrouvée. Après de multiples trajets en voiture et le nettoyage à haute pression, Matt est extrêmement chanceux que la mine n'ait pas explosé. En 1986, Christopher Knight, un jeune homme de 19 ans, disparut de chez lui dans le Maine sans raison apparente, choisissant de vivre dans les bois. Pour se nourrir, Christopher volait dans des dizaines de cottages et de campings autour de la région. Lors de ses cambriolages, il emportait également des objets tels que des vêtements, du matériel de camping, des réservoirs de propane, des piles et d'autres articles. Les habitants de la région prirent vite conscience de sa présence. Certains commencèrent même à envoyer délibérément des fournitures afin qu'ils ne viennent pas cambrioler leur maison la nuit. Une chose était certaine,
Il ne voulait pas être retrouvé. Christopher prenait des mesures extrêmes pour effacer ses traces. Par exemple, il évitait de faire des feux de camp afin que la fumée ne révèle pas la position de son camp dans les bois. Les hivers étaient extrêmement froids, atteignant environ 12 degrés, mais malgré cela, Christopher ne faisait jamais de feu, préférant se couvrir de plusieurs sacs de couchage. Cependant, au fur et à mesure que les années passaient et que les caméras de sécurité devenaient plus courantes, les cambriolages de Christopher commencèrent à apparaître sur des vidéos de surveillance. Enfin, 27 ans après avoir quitté sa maison dans le Maine, il déclencha accidentellement un capteur de surveillance en volant de la nourriture dans un camp. La police fut alertée et arriva sur les lieux. Christopher était encore là et son premier contact humain après toutes ces années fut son arrestation. La police avait enfin trouvé et capturé l'homme responsable de milliers de cambriolages dans la région. Finalement, Christopher montra à la police son camp, qui était rempli de biens volés accumulés au cours de plusieurs décennies. Christopher fut condamné à 7 mois de prison et à 3 ans de probation. Nous sommes en mai 2016. Un homme marche sur un sentier forestier privé dans le comté de Harlan, au Kentucky. Soudain, il aperçoit quelque chose au sol, légèrement en dehors du chemin. Il s'approche et remarque qu'il s'agit d'une caméra de surveillance. Les caméras de sentier sont des appareils extérieurs étanches, généralement activés par le mouvement, et destinés à enregistrer la faune. Beaucoup d'entre elles sont également équipées de la vision nocturne. Bien que ces caméras soient assez courantes dans les forêts, l'homme n'y prêta pas trop attention. Cependant, cette caméra était dépourvue de carte mémoire et de batterie, ce qui donnait l'impression qu'elle avait été abandonnée. Il décida donc de l'emporter avec lui. Plus tard, il se souvint d'avoir donné la caméra à un ami. Lorsque ce dernier y inséra des piles, une explosion se produisit immédiatement à l'intérieur de la caméra. La caméra était en fait piégée avec des explosifs, et elle avait été conçue pour exploser dès l'installation des piles. L'explosion fut suffisamment forte pour lui faire perdre quelques doigts et lui causer des blessures à l'abdomen. L'homme retrouva ensuite une autre caméra sur le sentier, également piégée pour exploser. Finalement, les caméras furent retracées jusqu'à un homme nommé Mark Sawoff, rapidement identifié comme un suspect. La police obtint un mandat de perquisition pour sa maison, où elle découvrit tout l'équipement nécessaire pour fabriquer les explosifs, ainsi qu'une note. Mark fut arrêté, tandis que d'autres rapports concernant des caméras explosant dans la région commencèrent à affluer. En réponse, la police emmena Mark dans la forêt pour qu'il leur indique l'emplacement des autres dispositifs explosifs encore en activité. Cependant, pendant qu'ils étaient dans les bois, Mark tenta de saisir l'arme d'un des policiers dans une dernière tentative d'évasion. L'altercation physique mena à la fusillade fatale de Mark. Ce dernier ne révéla jamais l'emplacement des autres caméras avant sa mort. Bien que son silence soit resté, la police pense qu'il y a de nombreuses autres caméras explosives dans un rayon de 5 miles autour de cette forêt du Kentucky, attendant d'être découvertes par une personne malchanceuse. En 2017, Ivan, un homme de 30 ans originaire de Russie, disparut brusquement lors d'une randonnée en solitaire dans le district de Chatur à Moscou. Lorsqu'il ne revint pas comme prévu, sa famille signala sa disparition à la police, et une recherche fut lancée dans les bois environnants. Cependant, aucune trace de lui ne fut trouvée, et les recherches furent finalement abandonnées sans résultat. 2 ans plus tard, en 2019, un randonneur dans la même zone signala avoir trouvé les restes d'un squelette humain à moitié enterré sous des feuilles. Ce squelette fut ensuite identifié comme étant celui d'Ivan. Ce qui rend la découverte particulièrement troublante, cependant, c'est ce qui fut retrouvé avec les restes. Plusieurs paires de menottes, des cadenas et des chaînes, attachés au squelette et aux arbres voisins. La tente d'Ivan fut découverte à proximité, ce qui poussa la police à croire qu'il tentait une sorte de performance à la Houdini, où il se serait enchaîné pour essayer de se libérer seul. Malheureusement, cela aurait tourné au drame. Un de ses amis déclara par la suite que ce genre de défi semblait tout à fait correspondre à Ivan, car il avait l'habitude de pratiquer des techniques de survie dans des conditions extrêmes. Cependant, d'autres pensent qu'Ivan aurait été assassiné et que la scène aurait été mise en scène après coup
pour faire croire à un accident tragique. La cause officielle de la mort d'Ivan n'a toujours pas été déterminée. En juillet 1968, un groupe de femmes se trouvait autour d'une table de pique-nique près de leur maison au bord du lac Michigan. Elles jouaient aux cartes et passaient un bon moment lorsqu'elles furent soudainement interrompues par une odeur nauséabonde. L'odeur devint si forte qu'elles commencèrent à avoir du mal à respirer, les forçant à arrêter leur jeu prématurément. Elles supposèrent qu'un animal mort se trouvait à proximité et, ne sachant pas quoi faire d'autre, elles alertèrent le gardien de leur cabine, Chauncey Bless. Ce dernier se rendit alors dans les bois, mais au lieu de trouver un animal mort, il suivit l'odeur jusqu'à une autre cabine qu'il surveillait, située à environ un demi-kilomètre. Il se força à avancer malgré l'odeur insupportable, se rapprochant de la porte d'entrée. Cependant, il se rendit vite compte que quelque chose n'allait pas. Il remarqua des trous dans les vitres des fenêtres. En regardant à travers l'une d'elles, il aperçut des restes humains sur le sol. Derrière elle, il distingua plusieurs autres corps dans le même état. Horrifié, Chauncey s'enfuit et appela la police. Il s'avéra que les victimes étaient tous les membres de la famille Robson. Personne ne les avait vus depuis des semaines, mais la famille avait dit à d'autres qu'ils étaient partis en voyage, ce qui expliquait pourquoi personne ne s'en était inquiété. La police conclut qu'ils avaient été tués au moins un mois plus tôt. Les enquêtes sur l'identité du coupable ne donnèrent pas grand-chose. Il n'y avait que peu de preuves sur les lieux, et la famille ne semblait avoir aucun ennemi connu. Le principal suspect était un employé de M. Robson, mais cet homme ne fut jamais jugé en cour. Plus de 50 ans plus tard, l'identité du responsable des meurtres de la famille Robson demeure inconnue. Le 26 avril 2021, le département de police d'Anchorage, en Alaska, reçut un appel téléphonique perturbant. L'appelant signala un congélateur dans la forêt, enterré à moitié dans le sol. À l'intérieur, un corps. La police se précipita sur les lieux et, depuis l'autoroute, fut guidée profondément dans les bois où le congélateur avait été retrouvé. Ils l'ouvrirent et confirmèrent les affirmations de l'appelant. Quelques mois plus tard, la police publia davantage d'informations sur la découverte. L'homme trouvé dans le congélateur était Michael Tifteler, un homme de 67 ans qui vivait à proximité. La police n'a pas pu identifier la cause de sa mort, et il est également impossible de déterminer quand il a été tué. Il vivait une vie isolée, et la dernière fois qu'il avait été vu en vie remontait à 3 ans plus tôt, en 2018, ce qui signifie qu'il aurait pu être tué à n'importe quel moment pendant cette période. L'auteur de cet acte n'a pas été retrouvé, et faute de preuves, l'affaire a été classée comme froide, pratiquement dès le début.